Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Voici les titres, les principaux de ce 20h, le top premier 20h des jours ouvrables de cette semaine. En politique sénatoriale 2013, au Cameroun, les premiers sénateurs de l'histoire institutionnelle du pays sont donc connus. La Cour suprême qui officie en lieu et place du Conseil constitutionnel a proclamé les résultats ce lundi, mais où vont siéger les membres de la Chambre haute du Parlement camerounais? La question reste et demeure. Rendez-vous dans le dossier la seconde partie de ce journal. En Konsamba, dans le département du Mungo, la gestion du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine est vivement critiquée. Les grands conseillers ne retiennent plus leur langue. Des détails dans un très court instant. Merci une fois de plus, Madame, Monsieur, d'être avec nous sur le 20h. De la politique à l'ouverture de ce journal, la Chambre haute du Parlement camerounais prend des ailes. Les premiers sénateurs de l'histoire institutionnelle du Cameroun sont donc connus. Les résultats de l'élection sénatoriale du 14 avril dernier ont été proclamés ce lundi. 56 sénateurs pour le RDPC contre 14 pour le SIF. Les deux partis politiques sur les 4 qui étaient en liste pour cette compétition électorale. Marcelin Ganson. Je suis là, mon ami, je te rappelle. Hier député, aujourd'hui sénateur, Essomba Tsungi Eli fait partie des 70 sénateurs qui, depuis ce lundi, écrivent les premières pages de la Chambre haute au Cameroun. Bien que installé à Yaoundé, il n'était pas à la Cour suprême, théâtre des événements, mais ne dissimule pas sa joie au moment où cette date du 29 avril 2013 entre dans l'histoire. Je remercie d'abord Dieu l'Éternel lui-même qui a permis que j'arrive aujourd'hui, que je puisse bénéficier de cette confiance du peuple, de cette confiance du président national de mon parti, le président Paul Biya. Je suis content d'être mis à nouveau à la disposition des miens, car le processus qui était un processus élitiste m'avait soustrait de... D'autres sénateurs ont choisi de vivre l'événement en direct. Parmi eux, l'ancien ministre et désormais sénateur de la région du Centre, Sylvestre Na-Ondoa, et Delphine Guifo, sénateur du SDF dans la région de l'Ouest. Comme nous sommes les premiers, vous pouvez imaginer mon émotion. Et en même temps, je commence à imaginer la tâche qui m'attend en tant que sénateur. Je pense que je pourrais être à mesure d'assumer efficacement cette tâche. Et je remercie d'abord le Seigneur. Et après, on va travailler, on se met au travail. Merci. Le travail d'abord. Cette proclamation des résultats s'est déroulée en l'absence des représentants de l'UDC. En revanche, le RDPC était représenté par le secrétaire général du comité central, Jean Kouété, l'UNDP, par son président national, Margari Bello Bouba, et le Social Democratic Front, par son secrétaire général, Elisabeth Tamandjon. 2 heures ont suffi au premier président de la Cour suprême pour dévoiler les noms des premiers sénateurs élus du Cameroun, soit 56 pour le RDPC et 14 pour le SDF. En attendant la nomination, au plus tard le 9 mai prochain, des 30 autres par le président de la République. Bon à savoir, le RDPC a remporté le scrutin dans les régions de l'extrême nord, du centre, du nord, du sud, de l'est, du sud-ouest, du nord-ouest et du littoral. Quant au SDF, il remporte les 14 sièges en compétition dans les régions de l'Adamawa et de l'ouest. L'UNDP et l'UDC n'ont remporté aucun siège. Voilà le Sénat camerounais au regard des résultats que vient de proclamer la Cour suprême qui officie en lieu et place du Conseil constitutionnel sera bipartite. Au sein de la haute chambre du Parlement camerounais vont donc siéger jusqu'ici les élus du RDPC et ceux du SDF après l'échec de l'UNDP et de l'UDC. Serge Alain Otto.
Le premier suspense est donc levé, celui en rapport avec la proclamation des résultats des élections sénatoriales du 14 avril. En course dans 8 des 10 régions que compte le Cameroun, le RDPC a partout raflé les 7 sièges de sénateurs qui étaient mis en compétition. Le Parti de la Flamme s'en sort avec 56 sénateurs sur les 56 possibles. Le SDF a su tirer bénéfice de l'absence du RDPC dans les régions de l'Adamawa et de l'Ouest. Le Parti de la Balance, en damant le pion à ses adversaires, l'UNDP et l'UDC, fait son entrée au Sénat avec 14 élus. L'UNDP de Belebouba Maïgari est en course dans les régions du Septentrion et dans le littoral, tout comme l'UDC d'Adamondam Joya devront attendre 2018 pour espérer voir leurs élus siéger au Sénat. Un Sénat en blanc et vert, couleur du RDPC et du SDF, en attendant les nominations du président de la République, appelé à intervenir au plus tard le 9 mai, ce qui marquera la fin du second suspense. Voilà, notons donc que le président de la République du Cameroun a désormais 10 jours pour nommer les 30 autres sénateurs tels que le prévoit la loi. Mais où vont siéger justement ces sénateurs? La question est sur toutes les lèvres. Le siège du Sénat est encore en construction et tout laisse penser que c'est le palais des congrès ou encore l'Assemblée nationale du Cameroun qui va abriter les premiers travaux de la haute chambre du Parlement camerounais. Marcelin Gangsop. Alors que les contours du futur Sénat commencent à se dessiner, la question du siège qui abritera cette chambre haute est sur toutes les lèvres. Selon des informations puisées à bonne source, c'est dans cet immeuble que siégera le Sénat. C'est un joyau architectural d'une dizaine d'étages, jouxtant la Société nationale des hydrocarbures au quartier Mbala 2. À première vue, le plus gros du travail serait déjà accompli et l'immeuble serait au stade de finition, mais pas suffisamment pour abriter les premiers sénateurs. Notre source affirme que cela ne pose aucun problème. En effet, en attendant la fin des travaux de construction de cet immeuble, 2 sites pourraient bien accueillir, à titre provisoire, les membres de la Chambre haute du Parlement. Le palais des congrès de Yaoundé, qui offrirait les commodités nécessaires, ou alors l'hémicycle de Ngouekele, l'actuel siège de l'Assemblée nationale. Aucune information officielle n'a encore filtré sur le futur siège du Sénat. Et en l'absence d'une confirmation officielle, il n'est pas exclu que d'autres sites soient visés. Quoi qu'il en soit, conclut notre source, les futurs sénateurs ne siégeront pas en plein air. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que l'immeuble actuellement en construction derrière la télévision nationale abritera les structures du Conseil économique et social. L'actuel siège, situé au quartier Tchinga, étant devenu exigu et ne répondant plus ni aux ambitions du Conseil, encore moins aux normes de modernité qu'impose l'évolution du temps. Nous restons dans ce contexte. Voici quelques figures qui jusqu'ici passaient sous anonymat, mais qui vont siéger au Sénat camerounais. Delphine Medjo, sénatrice à la Chambre haute du Parlement camerounais. La tête de liste de RDPC dans la région du Sud, militante du parti des Flammes depuis plusieurs années, considère son élection comme le couronnement d'une longue carrière politique. Son portrait est dressé par Jean-Paul Chouniat. La tête de liste RDPC assez sénatoriale dans la région du Sud, Delphine Medjo, considère son entrée à la Chambre haute du Parlement comme le couronnement d'une longue carrière politique. Militante de la première heure au lendemain de l'indépendance du Cameroun, elle participe à toutes les étapes de la vie politique du pays, du parti unique au multipartisme. Delphine Medjo entre à l'Union camerounaise UC qui plus tard, au congrès des Bolova, devient l'UNC. L'Union nationale camerounaise, puis le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC au congrès de Bamenda en 1985. J'ai milité dans mon parti depuis l'UC jusqu'à ce jour sans interruption. J'ai été fidèle aux idéaux de mon parti et je prends à témoin tous mes camarades, ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont déjà morts, que c'est un couronnement mérité. Elle se distingue vite par son engagement sans faille, un militantisme actif. Ces qualités lui valent une ascension fulgurante en politique.
Delphine Medjo a tour à tour été pendant 6 mandats présidente de section de l'Organisation des femmes de l'Union nationale camerounaise OFUNC et de l'OFRDPC. 8 mandats comme conseiller municipal, 2 mandats comme membre du bureau politique et du comité central du RDPC, 2 fois députée à l'Assemblée nationale. Âgée de 72 ans, Delphine Medjo a été de tous les combats et batailles politiques de son parti, le RDPC, des années de braise et la rude concurrence du pluralisme politique au Cameroun au cours des différentes consultations électorales depuis 1992. Née le 9 mars 1941 à Douala, Delphine Medjo, malgré son âge avancé, est préparée pour un nouveau challenge au soir du 14 avril 2013. Une entrée quasi certaine au Sénat dans un bastion entièrement acquis au RDPC. Je ne suis pas une militante des saisons, je suis une militante de raison. Et je fais mon travail quand il le faut. Et ce n'est pas seulement pour le parti que je travaille. Je me dis que je donne le meilleur de moi-même pour que le Cameroun connaisse des lendemains meilleurs et qu'on laisse ce Cameroun pour les générations futures. Enseignante de formation, Delphine Medjo a été élève au Collège des jeunes filles de Douala. Elle fait partie de la première promotion de la prestigieuse École normale des instituteurs de Nkonsamba de 1959 à 61. Delphine Medjo est aussi la première femme directrice d'école dans le Grand Thème. Elle a aussi occupé les fonctions d'inspectrice départementale de l'enseignement primaire et maternel de la Villa et inspectrice provinciale pour le Sud. Pour ses bons et loyaux services au sein de la vie politique et de l'administration camerounaise, le président Paul Biya lui décerne la médaille d'officier commandeur et de la valeur. Et le compte est également bon pour le SDF dans la région de l'Ouest Cameroun où cette formation politique était en compétition avec l'UDC. Le parti de John Fundi a ses 7 sénateurs et c'est Jean Tchomelo qui a conduit la liste de ce parti dans cette région du Cameroun. Le mandataire SDF élu comme ses colistiers, membre de la Chambre haute du Parlement camerounais et président régional du parti à l'ouest du Cameroun. Ce planteur est originaire de Bamisingé dans la commune de Mbouda. Retour dans la ville de Douala avec ces quelques faits de société. D'abord, ce mouvement d'humeur observé ce matin au collège Eyenge Nkongo à Daido, c'est un quartier de la ville de Douala. Les élèves des classes d'examen réclament le remboursement des frais des travaux dirigés, non encore effectifs. Steve Ebolé et Sandrine Babo. Il n'y a pas eu cours ce lundi au collège Eyenge Nkongo de Daido dans l'arrondissement de Douala 1er. Les élèves de cet établissement scolaire, du moins ceux des classes d'examen, sont descendus dans la rue. Ils réclament la somme de 7 000 francs CFA versée par chaque élève en début d'année scolaire pour les travaux dirigés. Lesquels TD qu'ils disent n'avoir jamais fait. Jusqu'aujourd'hui là, on a refusé de nous faire TD, les congés PAC. Nous réclamons nos argent, on ne veut plus les TD. Nos CSM par chaque élève. Pour manifester leur mécontentement, ils sont descendus dans la rue en barrant la route au lieu dit Carrefour Daido plage. Après un premier mouvement d'humeur observé dans l'enceinte de leur école le 10 avril dernier, ils sont passés à l'étape supérieure ce jour. Depuis 2 semaines, on a revendiqué à l'intérieur du collège. Il a dit qu'il allait me rembourser. Et depuis ce matin, à plus de 8h à midi, il n'y a toujours rien. À l'issue des réunions de crise engagées jusqu'ici entre l'administration du collège et les élèves, il leur a été demandé de patienter. Nous avons marre de ce monsieur-là. Nous voulons de l'argent aujourd'hui. Le principal du collège Eyenge Nkongo, qui s'est refusé à tout commentaire, a quant à lui été emmené au commissariat du 9e arrondissement pour enquête. Encore un incendie dans un marché dans la ville de Douala. Un incendie a ravagé 4 boutiques au marché Mbopi hier dimanche. Et à quelques encablures de là, les flammes ont dévoré 2 maisons d'habitation à Newbel, toujours dans la ville de Douala, le même dimanche. Le récit des faits, c'est avec Claude Hekwa et Viviane Kamwa. Des commerçants et des sapeurs-pompiers qui s'activent à éteindre un feu. C'est un fait désormais habituel dans les marchés de Douala. Nous sommes ici au marché Mbopi. Armés de seaux et de tuyaux d'arrosage, commerçants et pompiers rivalisent d'adresse pour pouvoir venir à bout des flammes qui ont déjà consumé 4 boutiques et qui continuent leur bonhomme de chemin. Les commerçants pas encore touchés tentent bien que mal de sauver ce qui peut encore l'être. D'autres par contre laissent libre cours aux émotions.
Des sources rapportent que l'incendie a été causé par le retour brusque de l'énergie électrique qui aurait occasionné un court-circuit. Autre lieu, autre incendie. Nous sommes ici au quartier Nubel cette fois-ci. Un incendie vient de ravager 2 maisons. En sortant comme ça, j'ai constaté que chez mon voisin le plus proche, dans d'autres appartements, il y avait déjà l'incendie. Il y avait un bidon que je ne peux pas donc déterminer le contenu, mais le feu jaillissait déjà là-bas. Selon des témoignages, le feu est parti d'un court-circuit et la présence de produits chimiques dans l'un des domiciles a facilité la propagation des flammes. On a essayé d'éteindre et ça nous dépassait. C'est là alors que j'ai pensé que non, il serait mieux de faire déplacer la voiture parce que là, la foule s'est rassemblée déjà. Pour entrer maintenant et chercher de sauver tout ce qu'elle pouvait sauver, le feu était déjà sur mon appartement. Le feu a déjà envahi tout le salon, donc je ne pouvais plus entrer. Le propriétaire des bidons a été immédiatement conduit dans les geôles du commissariat de police. Il devra répondre de ses actes. Bilan, 2 maisons entièrement calcinées, l'un des habitants qui s'en sort les 2 mains brûlées au 1er degré et une famille qui dormira désormais à la Belle Étoile. La gestion de la communauté urbaine de Nkonsamba est vivement critiquée par les grands conseillers. Ils reprochent aux délégués du gouvernement auprès de cette communauté urbaine de ne pas exécuter les travaux tels que prévus dans son cahier de charges. Les grands conseillers l'ont fait savoir au cours de la session d'adoption du compte administratif 2012. Nous y reviendrons. Notons que le 1er mai prochain, on célèbre la 127e édition de la journée de la fête internationale du travail. Et en Grèce, l'adoption d'une loi permettant de licencier 15 000 fonctionnaires met en grand les syndicats et travailleurs. Voici les détails avec nos confrères de TV5 Monde. Syndicalistes déterminés, mais en rang clairsemé, moins de 1000 manifestants contre une série de lois sur la fonction publique, comme de la résignation avant une séance houleuse du Parlement grec qui aborde des mesures exigées par ses créanciers, dont le licenciement sur une année de 15 000 fonctionnaires. Vous appliquez la même recette qui a mené notre pays à la catastrophe et a transformé la Grèce en laboratoire d'expérimentation. Loi votée à une confortable majorité car le versement d'une tranche de près de 3 milliards d'euros était soumise à son adoption. Nous sommes sur la bonne voie et en plus, voté par une large majorité du Parlement. Pour les principaux syndicats grecs, la loi autorise le licenciement de fonctionnaires responsables de fautes professionnelles ou jugés incompétents. Elle risque de grossir les chiffres du chômage actuellement à 27%, juste derrière le record espagnol. L'augmentation du temps de travail va permettre le licenciement des fonctionnaires, mais dans le domaine de l'éducation, cela aura des conséquences catastrophiques. La Grèce attend le versement de la manne de l'Union européenne et du FMI d'ici au 15 mai prochain pour payer ses fonctionnaires encore en place. Depuis 2010, Athènes a reçu 200 milliards d'euros censés lui permettre d'éviter la cessation de paiement. Et du sport dans une scène émulation pour refermer la première partie de ce journal. Les Jeux universitaires de Ngaoundéré sont donc rentrés en gare et le tableau affiche au total 12 participants avec une distribution de médailles en or. On note donc sur le tableau qui s'affiche sur l'écran, l'INGS vient en tête avec 20 médailles en or, suivi de l'Université de Yaoundé 1, 12 médailles, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée 10 médailles, Yaoundé 2, 9 médailles, Tchang 8, Maroua 5, l'Université de Douala Sentir avec 3 médailles, l'Université de Ngaoundéré qui recevait les Jeux universitaires 2 médailles en or, l'Université des Montagnes 2, les 3 dernières universités Sentir chacune avec une médaille en or. Il s'agit de l'Université de Boya, de l'Institut universitaire de la Côte et de l'Université de Bamenda dans la région du nord-ouest du Cameroun. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine à l'Université de Douala. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Retour donc sur
la proclamation des résultats des sénatoriales du 14 avril dernier avec un acteur de la scène politique camerounaise, c'est Jean-Robert Wafo, qui est ministre de l'Information et des Médias au sein du SDF. Bonsoir, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Bonsoir, Fénéron. Les premiers sénateurs de l'histoire institutionnelle du Cameroun sont donc connus. Les résultats ont été proclamés aujourd'hui par la Cour suprême qui officie en lieu et place du Conseil constitutionnel. Le RDP s'est senti avec 56 sénateurs contre 14 pour le SDF, votre formation politique. Déjà, comment est-ce que vous entrevoyez votre place dans le Sénat si jamais cette coloration actuelle, d'après les résultats qui sont communiqués, est maintenue comme telle? Non, mais tout d'abord, ces résultats seront maintenus parce que les résultats donnés par la Cour suprême siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel ne doivent faire l'objet d'aucun recours. Tout à fait, mais on pourra nommer parmi les 30 sénateurs d'autres acteurs de la scène politique camerounaise, d'autres formations politiques, c'est pas exclu. Oui, mais tout d'abord, il convient de préciser que ce qui s'est passé donc à la Cour suprême aujourd'hui, c'est la formalisation des résultats issus des votes, issus des urnes. Et vous comprenez très bien que nous avions eu raison, n'est-ce pas, de ne pas déposer de recours, malgré les irrégularités flagrantes que nous avons constatées, par exemple, dans le Nord-Ouest, où on a observé les achats de conscience, les intimidations diverses, ainsi que la corruption active. Nous avons jugé bon de ne pas aller, de ne pas nous ennuyer, devant le Conseil. Nous avons dit, nous ne nous ennuyons pas, pour deux raisons. La première raison, c'est quoi? C'est que d'ailleurs le tiers John Fundi avait déjà dit à la présidentielle de 2011 qu'il ne reviendra plus devant ce Conseil constitutionnel. Il avait clairement dit, il avait fait un plaidoyer historique en mettant la Cour suprême, je veux dire les membres de cette Cour suprême qui s'est en l'état du Conseil constitutionnel face à leur conscience. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que les achats de conscience, c'est-à-dire qu'il n'est de secret pour personne qui a d'énormes difficultés à prouver, je veux dire à matérialiser l'achat de conscience, ainsi que la corruption. Par exemple, nous avons vu le ministre Attagadi dans les bureaux de vote donner de l'argent aux gens. C'est-à-dire que ça c'est constant, tout le monde l'a constaté. Bon, mais maintenant, apporter donc la preuve, n'est-ce pas, devant le Conseil constitutionnel, c'est un peu difficile, c'est tout à fait difficile. Et, je vais dire une chose, les pays ont résolu ce problème en procédant à une chose simple, en instituant le bulletin de vote unique. Quand il y a un bulletin de vote unique, vous qui voulez corrompre quelqu'un, un électeur, vous ne serez pas sûr que... C'est notre revendication du SDF. Ça c'est clair, mais ça n'a pas de prix. Si vous c'est l'une des leçons. Si vous avez croisé les bras aussi, cela ne signifierait pas que le SDF a dit un tien vaut mieux que deux. Est-ce que le SDF s'attendait à ces résultats? Est-ce que le SDF ne s'est pas contenté des résultats qui étaient plutôt satisfaisants? Nous n'avons pas vocation à corrompre les Camerounais. Nous sommes dans le champ, dans la bataille politique pour effectivement qu'il y ait un changement de mœurs. Ça, vous n'allez pas nous demander d'aller à une élection corrompre les gens. Ça c'est d'un. Et de deux, il faut que ce soit tout à fait clair. Mathématiquement, au départ, nous avions 0 sénateur. Nous avions 0 sénateur. Est-ce que vous et nous sommes passés, mais nous avons travaillé sur le terrain. Et c'est lieu ici pour moi, n'est-ce pas, d'avoir une pensée pour tous les camarades qui se sont battus, tant autour du chairman que ceux qui sont allés, n'est-ce pas, dans les différentes régions. Alors, est-ce que sans la consigne de vote dans la région de l'Ouest du Cameroun, le SDF pourrait-il engager les 14 sénateurs? Parce que sur le plan numérique, après le RDP, c'est dans cette partie du pays, c'est l'UDC en termes de nombre de conseillers municipaux qui constituent l'essentiel du collège électoral pour les sénatoriales. Je vais être clair sur ce plateau. Il n'y a jamais eu d'alliance entre le SDF et le RDP. Je ne parle pas d'alliance, je parle de consigne de vote en faveur de la liste SDF. C'était un consigne de vote de récupération. Parce que ce qui s'est passé à l'Ouest, les Camerounais doivent savoir, attendez, laissez-moi parler. Allons-y. Les Camerounais doivent savoir une chose. À l'Ouest, les conseils municipaux de l'Ouest qui constituent le collège électoral avaient 2 listes en présence. Il y avait une liste, celle de l'UDC, qui avait 6 conseillers municipaux d'un même département, c'est-à-dire celui du Nord, et il y avait une autre, celle du SDF, qui avait des gens, qui avaient des candidats qui représentaient 7 départements sur 8. Alors, mais vous voyez un conseiller municipal, par exemple de la MIFI, qui pour poser un problème donc, de son département, ils ont oublié donc, de se déplacer pour aller dans le Nord. Non, c'est ce qui s'est passé là-bas. Les gens se sont dit, ok, si nous votons blanc comme le poignet d'élite, et d'ailleurs qui a toujours eu la particularité donc, de s'agiter chaque fois qu'il y a dans l'élection, si nous votons donc blanc, ça veut dire que la MIFI n'aura pas de sénateur, le Conki n'aura pas de sénateur, le Honkam n'aura pas de sénateur, le Ndé n'aura pas de sénateur. Alors, vous parlez de conseiller RDPC. Oui, mais tout à fait, c'est un raisonnement, c'est un vote de confiance.
Et le RDPC n'a que récupéré ce torrent républicain pour ne pas que, au finish, parce qu'il était déjà établi que le Conseil n'est pas un discours après victoire? Pas du tout, je l'ai même dit avant sur ce plateau, dans votre émission Sénat 2013, pas du tout. Le RDPC n'a pas voulu, laissez-moi terminer, le RDPC n'a pas voulu qu'au finish, puisqu'il était déjà établi, puisque les conseils municipaux de ce parti politique avaient décidé de passer outre les consignes de vote, de voter, de ne pas accepter une consigne autre que le vote du SDF, ils ont eu peur qu'au finish, que l'opinion se dise que la base de ce parti à l'ouest est désolidarisée, donc de la hiérarchie. Donc c'était un vote de récupération. Et le ministre Famille Ndongo est donc venu, c'est vrai, avec des arguments, certes convaincants, mais venu sur le tard. Ce qui s'est passé dans la Damawa, où on a par exemple vu, c'est-à-dire que c'était un vote de travail, c'est-à-dire que nos délégués, je veux dire, nos représentants là-bas ont fait un travail de fourmi. Les chefs d'équipe, je pense au président Joshua aussi et à l'honorable Badam, ont fait un travail de fourmi là-bas. Ils ont rencontré les élites, même celles du parti au pouvoir, pour leur faire comprendre une chose, que, laissez-moi finir, on n'a pas beaucoup de temps, mais je suis là-dessus. Pour leur faire comprendre une chose simple, c'est quoi, et ça s'applique en politique, on ne soutient pas l'adversaire qui te talonne directement sur le terrain. Ils auraient pu faire la même chose à l'ouest si l'UDC n'avait pas présenté une liste carrément discriminatoire. On verra ce qui s'est passé. Et bon, mais on va pas me demander. Quand vous parlez de l'opinion nationale, même internationale, retenir la preuve et consigne de vote en faveur de la liste donnée par le RDPC. C'était une consigne. L'appeler. C'était une consigne de vote de dépit. Jean-Robert. C'était une consigne de vote de récupération. Et moi, je vais profiter donc pour dire une chose, pour chuter en 15 secondes. L'UDC n'a pas à se plaindre de nous. Parce que si le G7, si l'UDC n'avait pas tout fait pour faire capoter le G7, nous on aurait laissé l'UDC aller tranquillement. Alors, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Nous n'allons pas nous mettre dans ce débat. Est-ce qu'au vu des résultats qui sont aujourd'hui proclamés par la Cour suprême, où justement l'UDC et l'UNDP sont exclus, ces sénatoriales n'ont-elles pas défini la nouvelle configuration politique? Avant de répondre à Parce que vous allez siéger dans le Sénat avec votre... Avant de répondre à cette question, j'aimerais terminer, j'aimerais profiter, avant d'arriver à cette question, de répondre à cette question, j'aimerais préciser une chose pour terminer là-dessus, sur le problème, sur cet enfumage distillé par des officines en vue de déstabiliser le SDF à la veille des municipales et des législatives. La preuve de ce qu'il n'y a jamais eu un rapprochement quelconque entre le SDF et le RDPC est que nous avons perdu dans le Nord-Ouest. Avec les achats de conscience que nous savons, Monsieur Marop Sen, pouvez-vous vous compromettre, pouvez-vous faire une alliance sans penser à vous-même? Je pose une question simple. Il n'y a que des bien-pensants d'un genre nouveau qui peuvent croire en cela. Les votes ne sont pas des calculs mathématiques. Je suis désolé, quand vous allez à une compromission que vous avez fait... Dans le Nord-Ouest, il y a 17 de vos conseillers qui n'ont pas voté pour la liste SDF. Oui, mais c'est la preuve... Qu'est-ce qui explique cette défection? C'est effectivement dans la preuve de ce que... la désaffection de la base par rapport aux agissements de la hiérarchie du parti? Deux causes. Achat de conscience, corruption active. Et pour terminer, je vais tout simplement dire une chose. On ne peut pas, on ne saurait aller à une compromission en s'oubliant soi-même. Si le chairman avait fait une compromission, lui qui était tête de liste, il aurait pu dire je passe d'abord dans le Nord-Ouest. Mais il n'a pas fait. Et puis d'ailleurs, je tiens à vous dire une chose. On verra avec la nomination. Non, mais effectivement, je le dis sur ce plateau, ça c'est un scoop que vous avez. Le chairman n'est pas candidat parmi les 30. Il a refusé d'être candidat parmi les 30. Il est clair et net là-dessus. La bataille continuera, il a promis de continuer la bataille. Et je peux même vous rassurer d'une chose, il sortira du président de la République. Je vous en prie, mais ça dépend, il a dit qu'il n'ira pas. Il est clair là-dessus. Après avoir il a dit qu'il n'ira pas. Mais bien sûr, il est tout à fait normal que le SDF... Dans tous les cas, ça surprend pas l'opinion nationale. Non, le problème des 30 est passé maître dans la reculade. Monsieur Maupton, je refuse de croire que vous êtes en train de faire dans l'acharnement sur ce plateau, mais laissez-moi au moins répondre. Bon, mais moi je vais dire une chose. Le problème des 30, le problème sur les 30, le problème n'est pas lié aux 30 sénateurs qu'on nomme, mais plutôt à la suspicion qui peut entourer la personne qui nomme les 30 sénateurs. C'est un peu ça, c'est ce que l'opinion pense. Et je pense pour ma part qu'il est normal que le SDF puisse être, que certains membres du SDF, puisque le SDF puisse proposer des gens parmi les 30 qui seront nommés. C'est tout à fait normal. Pourquoi d'ailleurs? C'est d'autant plus que
il est important, nous pensons que le président de la République va corriger le déficit de légitimité qui a précédé ce scrutin, en effectivement tenant compte, n'est-ce pas, des différents partis politiques, notamment du parti qui est sorti second à ce scrutin. Il y va de la crédibilité de ce mode de scrutin, où 70 sont nommés. Vous revendiquez encore des places. Je dis une chose, les 30. Ce n'est pas le président national du RDPC qui nomme, c'est le président de la République. Sauf à croire que le président de la République est plus président national du RDPC que président de la République. Aujourd'hui, ça se comprend que vous fassiez cette distinction. Mais si nous l'avons toujours revendiqué, M. Mahobsen, qu'il est bon que qu'on accède à la fonction suprême d'un État qu'on démissionne de la tête de son parti politique. C'est clair et net, nous l'avons toujours fait. Mais ce n'est pas maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur la bipolarisation? La bipolarisation a été voulue, n'est-ce pas, par d'abord au niveau inférieur, avant même ce scrutin. On avait presque une forme de bipolarisation parce que, voyez-vous, il n'y a que deux partis politiques qui ont un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, il y a le RDPC et il y a le SDF. Et maintenant, sauf à vouloir faire un procès aux conseillers municipaux qui, quoi qu'étant, ayant un déficit de légitimité, ont opté pour qu'il y ait cette bipolarisation, ça c'est un autre problème. Mais pour notre part, nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé au niveau de cette sénatoriale. Mathématiquement, nous avions 0 sénateur, maintenant nous en avons 14. Il est tout à fait normal que nous puissions dire tout apporter. Parce qu'il ne faut pas confondre la vérité et l'objectif. L'objectif d'un parti politique, c'est d'occuper toutes les instances législatives d'un pays. Et c'est d'ailleurs même cela qui a dicté notre choix de participer à ces élections sénatoriales. Il faut que ce soit clair. Grâce à notre travail aujourd'hui, le peuple camerounais a la chance d'avoir une opposition au Sénat. Vous pensez que ce discours passe toujours? Est-ce que le SDF regarde? Monsieur Mahobsen, vous n'êtes pas le directeur. Vous refusez de donner des qualifications. Est-ce que le SDF n'est-elle pas aujourd'hui cette opposition de Sa Majesté, celle que les constitutionnalistes qualifient d'une... pas du tout d'une véritable, qui est loin d'être une alternative au système en place, mais plutôt un rassemblement alimentaire. D'abord, le SDF n'a jamais rien géré dans ce pays. Et j'ai un problème avec les intellectuels, avec certains intellectuels de ce pays, parce qu'il y en a qui sont de qualité, mais il y en a qui confondent la science politique et la politique. La politique, un parti politique a ses objectifs, qui ne sauraient être, ou alors son agenda, qui ne saurait être l'agenda en commun, l'objectif d'un bien-pensant quelconque. Que ce soit clair, nous avons décidé d'investir. D'ailleurs, l'article 3 de nos statuts est clair, nous prenons le pouvoir par voie d'élection. Et chaque fois qu'il sera donné de négocier pour une sortie de crise dans ce pays, nous le ferons. Je dis, si c'est à refaire, nous le ferons. Parce que, voyez-vous, M. Mahobsen, quelle est la seule alternative à la négociation? Je vous pose cette question. J'anticipe sur votre réponse en disant, la seule alternative à la négociation, c'est la guerre. Voulez-vous la guerre? Si vous ne voulez pas la guerre, vous accepterez qu'un parti politique comme le nôtre puisse négocier pour une sortie de crise. Pas de compromis. Ce n'est pas des compromis, c'est des négociations pour une sortie de crise. Et chaque fois qu'il nous sera donné de le faire, nous le ferons. Sauf à vouloir que nous prenions la guerre, donc que nous options pour la guerre. Mais pour le moment, nos statuts nous interdisent de le faire. Il faut que ce soit clair, que les bien-pensants qui n'ont de la politique que ce qu'on leur dicte de temps à autre dans les salons, ou alors ce qu'on leur rapporte parfois dans des livres de sciences politiques, sache une chose, c'est que la science politique, c'est pas la politique. La politique a ses réalités sur le terrain, et nous sommes en plein terrain politique. Et croyez-moi, ce qui s'est passé au sénatorial nous renforcera davantage. J'ai eu le chairman au téléphone. Je vous en prie, j'ai eu le chairman au téléphone. Je vous dis, il est plus que jamais requinqué. Il est plus que jamais prêt à mener des batailles futures pour effectivement que la démocratie s'installe définitivement au Cameroun. Il est sorti de cette élection plus requinqué. Je suis désolé, vous n'allez pas être le directeur de conscience du peuple camerounais. Et puis je vais vous dire une chose. Nous sommes conscients que nous sommes majoritaires sur le terrain. La preuve, c'est quoi? Quand on est conscient qu'on est majoritaire sur le terrain, comme le RDPC le pense, on met sur pied des lois consensuelles, on met sur pied des lois équitables pour qu'au départ, chacun ait la même chance à cette élection. Vous voyez, imaginez un peu que le Brésil rencontre, je ne sais pas, c'est l'Érythrée, et que l'arbitre, c'est un Brésilien. Le monde entier va se demander, va se poser dans la question de savoir si le Brésil est effectivement plus fort sur le terrain que l'Érythrée. Voilà donc ce qui se passe. Nous réclamons quoi? Et je dis, cette élection nous a permis de remettre encore sur la table, nous permettra de remettre sur la table la question du bulletin de vote unique. Parlant des négociations,
au départ, en 97, quand nous avions demandé qu'il y ait des urnes transparentes, des gens sont venus dire, voilà, ça n'aboutit à rien, une transparente ou bien une non transparente, ça ne changera rien, il y a des urnes transparentes. Quand nous avons demandé qu'il y ait la biométrie, qu'il y ait la refonte des listes électorales, des bien-pensants sont passés, donc dans certaines émissions dominicales, dit que c'était des histoires, et voilà que nous l'avons aujourd'hui, nous les avons aujourd'hui. Nous demandons donc un bulletin de vote unique pour parer aux achats de conscience et autres. Donc je pense pour ma part que le combat continue et au finish, soyez rassurés, nous ne ménagerons aucun effort pour faire installer. Le combat continue. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'au sortir de ces sénatoriales, surtout après la proclamation des résultats par la Cour suprême qui fait office de conseil constitutionnel, vous avez suffisamment déblayé le terrain pour les prochaines municipales et législatives? Je peux vous rassurer ici que nous avons été sur le terrain depuis longtemps. Et la preuve la plus simple, c'est quoi? C'est que si le pouvoir en place, si le parti au pouvoir, qui a entre ses mains tout l'appareil de renseignement, s'était rendu compte que nous n'étions pas présents sur le terrain, notamment que nous n'avons pas inscrit suffisamment de personnes, ce parti aurait organisé les municipales avant les sénatoriales. Ils ont refusé de le faire parce que les renseignements qui leur sont remontés leur ont fait état de ce que s'il y a les municipales avant les sénatoriales, le RDPC ne raflera absolument rien et que le SDF fera un raz de marée. Voilà dans la preuve, et j'ai dit que le peuple camerounais soit tranquille, qu'il se prépare. Les futures batailles seront déterminantes. Les législatives et les municipales, qu'ils aillent, ils iront massivement. Merci. Et je sais très bien qu'ils nous feront confiance. Merci Jean-Robert Wafo d'avoir accepté de participer à ce rendez-vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.